Bonne fin d'après-midi tout le monde. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Étienne Galarno. Je vais animer ce panel avec cette brochette de distingués invités aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas combien de gens d'entre vous étaient là au panel juste avant. Il y en a qui commencent leur journée à vue sur la relève, il y en a qui terminent leur journée à vue sur la relève, mais dans tous les cas, on va essayer de rendre ça dynamique, intéressant, ce panel qui s'appelle, laissez-moi revérifier, le nom Découvrabilité à l'ère de la distribution numérique. C'est pas que je le savais pas, c'est que découvrabilité, c'est un terme qui est un peu vaste au final, mais ce qu'on veut savoir surtout, c'est comment est-ce qu'on peut tirer son épingle du jeu dans un monde aussi vaste que l'Internet et la gratuité et l'univers en général. Donc, on va essayer d'explorer tout ça ensemble et on va faire ça interactif, surtout en fait, parce que je vous parle, vous savez pas je suis qui en fait, je me reprends, je suis directeur de la programmation à CISM 89.3 FM, La Marge, la plus grande radio universitaire francophone en Amérique du Nord, bien sûr, mais plus sérieusement, j'embarque dans mon laïus, mais j'ai ce chapeau-là dans la vie, mais j'ai aussi, par le passé, fait des études en musicologie où est-ce que mon plan à la base, c'est de faire une maîtrise sur la découvrabilité de la musique à l'ère du numérique. J'ai changé d'idée en cours de route, donc on va un peu découvrir ça ensemble, qu'est-ce que c'est, et aborder ça en fonction de votre profil. Je sais qu'il y a des artistes ici, il y a des professionnels ici, donc on va vraiment regarder ça. D'ailleurs, juste peut-être pour avoir une idée à main levée environ, qu'est-ce qui sont plus du côté artiste de la chose. On voit quand même, bon, environ moitié de la salle, plus professionnel, à ce moment-là. Un petit peu moins les autres, on présume que c'est du grand public juste curieux et intéressé. Environ, on peut dire ça. Loisir, c'est ça, stage, peu importe. Donc, on va y aller avec ça, puis on va surtout y aller avec vos questions, en fait, vers la fin. On va développer un peu sous quelques angles, genre qu'on va vouloir aborder tous ensemble. Mais pour le reste, ça va vraiment plus vos questions. On va laisser ça à vous, parce que c'est un domaine qui est mystérieux, c'est un domaine qui est nouveau aussi. De moins en moins nouveau, certainement, mais quand même assez nouveau pour qu'on aille encore nos peurs, nos questions, nos appréhensions, puis qu'on va développer ça ensemble, les réponses et les plans d'action. Donc, je cesse de parler et je vous présente mon merveilleux panel. J'ai d'abord, de ma droite jusqu'à ma gauche, en fait, Guillaume Désiel, stratège en culture numérique. Tu veux te faire ta bio, vas-y. Salut. Donc, rapidement, stratège derrière le légendaire mise en marché du groupe Mister Valère, Guillaume Désiel travaille aujourd'hui à la croisée des chemins entre les industries culturelles et le monde de la technologie, où il exploite notamment le potentiel disruptif de la blockchain. Et ça, pour avoir jamais rien compris des histoires de Bitcoin, ça va me faire un plaisir que tu nous expliques un peu de quoi il s'agit tout à l'heure. Donc, tu as travaillé également à Radio-Canada, TVA, Belle Mobilité, où tu as occupé le poste de directeur du développement des affaires, acquisition et distribution des contenus francophones. Tu es également professeur à Musique Technique Montréal, où tu enseignes à temps partiel l'actualisation web. Donc, je pense que c'est assez clair la position que tu as ici. Ensuite, on va continuer avec Chancel Loisel. Bonjour. Bonjour. Bien connu du dernier panel juste avant, pour celles et ceux qui étaient avec nous. Encore une fois, rapidement, travaillé en littérature dans le domaine de rédaction publicitaire et révision linguistique. Tu as également été gestionnaire de communauté, stratège en communication numérique à titre de consultante pour le réseau Accès Culture de la Ville de Montréal et auprès de plusieurs acteurs de l'industrie culturelle. On parle de festivals, on parle de labels, on parle d'artistes. Et également, tu as fondé Collaboration Spéciale, qui est une agence de marketing numérique spécialisée dans le domaine culturel et la mise en marché de la musique. Donc, encore une fois, quelqu'un de très à propos pour répondre à nos questions et pour développer tout ça. Et on va terminer avec Ludivine Lavenant. Bonjour. Bonjour. Qui est A&R en gestion de droit et chez Rayon. On peut peut-être monter son micro aussi. J'ai eu de la difficulté à l'entendre. Il est pourtant à côté de moi. C'est bon. C'était moi qui le mettais pas. Il n'y a pas de problème. Excuse, je voulais pas te mettre sous le projecteur comme ça. Exactement. Donc, une graduée de l'Institut Trébas en gestion de l'industrie de la musique. Tu as également travaillé pour des maisons d'édition, pour la maison d'édition et de gestion des droits Art Illimité, avec Diane Lamarre en tant qu'administratrice en gestion de droits d'auteur. Tu as travaillé également en gestion des droits pour la maison de disques L&B, ainsi qu'avec beaucoup d'autres projets, notamment en musique de film. On va pouvoir faire un lien avec le cinéma et la musique. Ça va être super intéressant. Et tu as également lancé Rayon, qui est une maison de développement artistique. Donc, on a un panorama assez clair de qui sont les gens autour de la table. Donc, on va pouvoir parler un peu de l'état des lieux en ce moment, de à quoi ressemble le monde de la musique aujourd'hui au niveau de la distribution, du moins au niveau du rayonnement pour les artistes. Parce que pendant plusieurs années, on avait un modèle, une industrie qui était assez claire. On se fait signer, on fait un album, on se fait distribuer sur les radios, les gens vont voir nos concerts. Ça va bien. Évidemment, il y avait toujours un côté un peu plus DIY, un peu plus
indépendants, mais généralement, il y avait moyen d'avoir un grand succès avec un format bien défini, bien tracé. On avait une industrie qui était dans ce sillon-là, avec des maisons de disques, des distributeurs, des A&R, des studios d'enregistrement, etc. Mais là, on a de moins en moins ça. Et de fait, on sent que les maisons de disques sont peut-être plus aussi essentielles à la distribution qu'elles étaient. Et pourtant, il y en a aussi de plus en plus. Donc, j'aimerais déjà qu'on commence un peu en discutant du rôle des maisons de disques aujourd'hui. Comment est-ce qu'on se distingue, on se démarque, comment est-ce qu'on se réinvente dans un milieu où est-ce que le web, c'est facile de mettre son album sur Bandcamp et advienne que pourra. Je peux peut-être commencer. Dans le fond, il y a une réflexion que je me suis passée dernièrement, justement, par rapport à la découvrabilité puis à ce qui se fait au Québec. Je remarque beaucoup qu'à l'étranger, en fait, en gros, pour faire un premier portrait, pour avoir optimisé sa découvrabilité, il faut poser une tonne de micro-actions qui ne paraissent pas nécessairement à première vue. Donc, sûrement qu'on va de plus en plus, au cours de la présentation, parler de ces micro-actions-là. Et je remarque qu'au Québec, c'est des réflexes qui ne sont pas présents chez la plupart des artistes. Des fois, je travaille avec des artistes à l'étranger, puis quand ils m'arrivent, leurs choses sont toutes clean. J'ai des artistes québécois qui débarquent, puis je veux dire, il y a rien qui fonctionne, le référencement est nul, mauvais. Tu sais, vraiment, on dirait qu'il y a un manque de sensibilisation. Alors que beaucoup de labels tirent vraiment mieux leur épingle du jeu, souvent parce qu'ils ont une équipe à l'interne. Encore là, je dis beaucoup, ce n'est pas tous les labels, mais il y a plusieurs labels qui vont vraiment mieux tirer leur épingle du jeu à cause de la présence d'une équipe comme ça. Puis j'essaie de m'expliquer un peu pourquoi on est comme ça à la traîne. Puis je pense que c'est un problème de sous-effectif, c'est-à-dire qu'on essaie d'en faire beaucoup avec très peu de moyens. Donc, on tourne les coins ronds. Puis quand on parle de découvrabilité, on parle de détails de maniaque. C'est d'ajouter des tags, de tout le temps mettre ses titres pareils, d'avoir référencé son site à tel endroit, d'avoir mis son petit bouton. Genre d'affaires qui paraît pas, si tu fais ça pendant 3 heures pour un artiste, ça se peut que ton boss dans le label, il pense que tu n'as rien foutu parce que ça ne paraît pas et le résultat n'est pas immédiat. Donc, on a tendance à un peu laisser ça de côté. Quand on a une liste de tâches urgentes à faire, on va aller au plus apparent avant de prendre le temps de gosser ces détails, si je peux dire. Ben, j'ajouterais que la découvrabilité, ça se fait maintenant avant même d'être signé par un label. C'est-à-dire qu'un label, une maison de développement, peu importe, une équipe avec qui vous travaillez, ils vont regarder toutes vos stats avant même de vous rencontrer. C'est-à-dire vos écoutes Spotify, vos nombres de fans sur Facebook, sur Instagram, tout ça, toutes les vues sur YouTube, tout ça, ça va compter avant même d'être signé par un label. Puis il faut qu'ils vous découvrent. Non, exactement. Il faut que les labels vous découvrent pour être signé par un label. C'est vraiment plus piqué qu'avant. Il y a tellement d'artistes que tu es obligé de te démarquer, puis c'est comme ça que tu te démarques. En fait, la question peut se poser aussi parce que c'est pas nécessairement quelque chose de nouveau se faire découvrir par un label, c'est pas nécessairement quelque chose de nouveau se faire découvrir par un festival. On a tous entendu des légendes, des histoires de petits groupes qui jouaient dans un bar comme ça, et là, le producteur arrive dans sa limousine, s'arrête devant et dit « Lui, je le veux demain matin dans mon studio ». Ça a toujours un peu existé, se faire découvrir d'abord. Donc, comment est-ce que le fait que, comme artiste, on connaît beaucoup plus ces variables aujourd'hui et c'est variable carrément, ça peut influencer, ou comment est-ce que ça a changé avec le temps? Puis peut-être que je vais ramener la balle vers Guillaume, parce qu'en fait, tu as procédé à un exercice de découverte pour le grand public d'une formation au début des années 2010, un petit peu avant aussi avec Mr. Valère. Et le domaine a nécessairement changé dans les 10 dernières années aussi, puisque les outils web numériques se sont également développés. Donc peut-être, si on regarde de manière micro dans les 10 dernières années, comment ça a changé aussi avec vous deux, comment ça a changé encore plus avec le temps? Ouais. Alors, jadis, avec Mr. Valère, on était bien intelligents. On était en avant de la parade, on donnait du contenu contre de la donnée sur l'utilisateur. Alors aujourd'hui, tout le monde s'offusque que Facebook ramasse votre donnée sur l'utilisateur puis qu'il la vende à Cambridge Analytica, mais à l'époque, c'était très intuitif. On ne savait même pas que ce qu'on faisait, c'était intelligent. C'est-à-dire que il n'y avait pas une maison de disques qui voulait signer Mr. Valère, donc on a juste décidé de crisser la musique comme ça, les faits salaires sur le web, en échange en envoyant le lien de téléchargement par courriel. Ça, c'était cool.
Puis c'était à l'économie. À l'époque, je dirais que c'était à la croisée des chemins entre l'économie du contenu et l'économie de l'attention. Puis pour vrai, on ne savait pas ce qui se passait. On savait qu'il y avait un glissement de terrain dans l'industrie de la musique à ce moment-là. On savait que les chutes de vente de disques existaient. On voyait que les MP3, la consommation d'achat d'MP3 n'était pas au rendez-vous. Le streaming n'existait même pas à cette époque-là, ou à peu près pas, sauf sur YouTube peut-être. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que pendant qu'une industrie se battait pour essayer de vendre du contenu, ce qui prenait vraiment de la valeur, c'était l'attention de l'utilisateur pour le contenu que l'on pouvait profiler à mort sur des plateformes comme YouTube et tout ça, et vendre la donnée de l'utilisateur pour qu'après ça, on puisse lui shooter de la pub très chirurgicalement ciblée. Fait que ce qu'on faisait, nous autres, à l'époque, ça avait peut-être l'air bien intelligent, mais aujourd'hui, c'est has-been. Tu échangeais un MP3 contre un courriel quand tout le monde écoute du streaming en communiquant par Messenger. Fait que, tu sais, genre, je suis un roi déchu, nous sommes des rois déchus. Oui, mais le courriel est encore pratique, par contre. Ben c'est ça. Et MP3, personne n'en veut, mais le courriel est toujours pratique aujourd'hui. Totalement, puis c'est ça qu'on a tendance à oublier. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que notre relation, je ne sais pas si vous avez entendu parler, là, le Huffington Post ferme leur section blog. J'ai reçu un courriel comme quoi je ne suis plus blogueur pour le Huffington Post. Et ça a changé énormément le monde de l'attention. Il y était un temps où est-ce que on pouvait avoir un blog et on pouvait se faire lire de part et d'autre et tout ça. Et là, tout le monde, je veux dire, combien de personnes à main levée vont sur des sites Internet dans la journée? OK, parfait. Si ce site Internet-là n'est pas Facebook, par exemple, LinkedIn ou Instagram ou Twitter, levez la main. OK, cool, il y a du monde encore curieux. Est-ce que vous êtes rendu là parce que vous avez cliqué sur un lien sur Facebook? Combien de personnes rentrent sur Internet par la porte de Google Cherche ou... c'est ça. Ben, vous voyez, par contre, tout le monde rentre sur Internet. La majorité semble rentrer sur Internet par le biais d'un réseau social. Et ce qui est dommage, c'est que votre relation avec votre réseau, la relation d'un fan avec son artiste ou la relation d'un artiste avec son fan, maintenant appartient à un intermédiaire. Et ce qui est vraiment plate, c'est que la récréation est terminée. À l'époque de Mystère Valère, on pétait sur notre mur, puis ça sentait dans les 6 degrés de séparation sur Facebook. Ça puait all over the place. Là, aujourd'hui, je pense que le band, s'ils veulent réussir à aller chercher un reach, une portée, ben, ils vont publier quelque chose sur leur mur, puis par défaut, 95% de l'attention ou de leurs fans ne verront pas ce qu'ils ont écrit. Ils vont devoir sortir la carte de crédit pour aller chercher cette attention-là. Alors, volontairement, on a diminué la portée de ce que l'on publie sur la page, et puis dans le but qu'on sorte la carte de crédit. Et on s'est tous mis complètement esclaves de ces intermédiaires-là de communication. Alors, quand tu dis le courriel est super important, oui, parce que c'est ta souveraineté de communication. Il appartient à personne, le courriel, sauf l'utilisateur à qui tu parles. Ceci étant dit, excuse-moi, je vais t'interrompre là-dessus, je vais te laisser reprendre le rebond après, mais ce que j'entends ici, j'ai l'impression que lorsqu'on parle de l'Internet et du Wild West que peut être la distribution de la musique sur le web, ça a été une très, très courte période de temps parce qu'au final, à une époque, il fallait avoir un gérant pour se faire voir, il fallait payer pour avoir des outils. Maintenant, il faut encore payer pour avoir des outils. Les outils changent, mais finalement, le scénario semble être revenu à ce qu'il était auparavant. Est-ce que c'est possible, tout ça? Je peux juste... Honnêtement, là, on hackait le vieux système avec le web parce que c'était le World Wide, le Far West Web. Et là, aujourd'hui, c'est plus possible. Et là, ça prend la carte de crédit pour faire de la promo, pousser l'information, se rendre découvrable par la promotion. Et je dirais que, je reviens à l'énoncé du départ, c'est si vous voulez hacker le système, rendez-vous tellement découvrable. Puis ça part de c'est qui a joué quoi avec toi en studio, à quelle adresse, avec quelle guitare, de quelle année, puis quelle couleur. C'est ça, se rendre découvrable. C'est de créer tellement de métadonnées autour de sa musique, parce que c'est ça qui rend la musique découvrable, c'est de créer des réponses à des requêtes. Et donc, je dirais que ça ramène tout droit vers la découvrabilité dont on parlait tantôt. Je pense que tu voulais revenir à ton point de tout à l'heure.
que j'ai savamment coupé en dessous de l'herbe de ton pied. C'est pas grave, on va revenir avec ça justement. Donc, en fait, je me demandais, est-ce que, je l'avais noté, on parle de nouvelles habitudes de consommation, mais qui finalement semblent toujours être rattrapées par l'industrie. Puis là, j'ai l'impression que j'ai un discours qui est pas nécessairement anti-industrie, parce que vous en faites partie justement. Je veux pas dire que c'est les artistes et les auditeurs par rapport à vous ou à une industrie en tant que telle, mais il semble avoir toujours une adaptation par rapport aux nouveaux outils. Donc, je me demandais, est-ce qu'on peut vraiment parler de nouvelles habitudes ou est-ce qu'on doit plutôt parler de nouveaux moyens pour la consommation, pour la découvrabilité et pour le travail en général, la distribution de la musique? J'essaie d'analyser ce qui s'est passé parce que c'est vrai que on a commencé à travailler là-dedans à peu près à la même époque. Fait qu'on a les deux vu ça bouger. Puis, je me souviens qu'il y avait le fantasme du direct-to-fan puis de la long tail à l'époque où on avait l'impression qu'on était capable de rejoindre notre monde, même si on était vraiment dans la marge. Puis là, ça a reviré complètement à l'envers, c'est-à-dire que les algorithmes fonctionnent à la popularité. Donc, oui, encore, les mots-clés très précis peuvent aider, mais un système comme Spotify, par exemple, il va plus faire jouer une chanson qui a déjà été beaucoup jouée, puis une page Facebook va mieux sortir si elle a plus de fans, et ainsi de suite. Fait qu'il y a comme ce fantasme-là tout le monde peut trouver son petit coin, trouver son monde, qui semble s'être écroulé. D'ailleurs, il y a Alain Brunet qui a écrit le livre « La misère des niches », qui était un peu comme le constat de... Bon, ça s'est passé. Mais en même temps, est-ce que c'est si vrai que ça? Puis je pense qu'il y a encore des niches qui s'en sortent, mais c'est des niches très, très précises. Puis nous, au Québec, on est un peu mal pris là, dans tout ça. Je peux faire un parallèle, par exemple, je vois en musique métal. C'est une niche qui est tellement précise, surtout tu vas avoir des sous-genres de métal qui font en sorte que quelqu'un qui va chercher ça, il va pouvoir se faire pousser. Par exemple, moi, je tripe sur le speed metal trash. Là, genre, je vais me faire pousser des bands autant du Brésil que du Japon quand je vais être sur Spotify. Tandis que quand si j'écoutais un band punk québécois, ça se peut qu'on me pousse Caïn après. Puis là, c'est vraiment particulier parce que c'est comme si québécois est un genre. Ce n'est pas un genre. Mais donc ça, c'est une question aussi que j'ai parce que tu travailles beaucoup sur les métadonnées. Puis c'est tout le temps une discussion que j'ai déjà eue avec les gens chez iTunes puis tout ça. Puis c'est comme qu'est-ce qu'on fait? Je sais que Guillaume chez Spotify commence à beaucoup parce qu'il y a un nouveau responsable chez Spotify qui s'occupe des contenus francophones. Pendant des années, il y avait un seul responsable pour tout le Canada dans les deux langues. Maintenant, il y a 2 responsables pour tout le Canada, un francophone puis un anglophone. Donc, c'est tout le Canada au complet. On a un gars pour un peu nous aider à faire du placement, tout ça. Puis oui, il fait des efforts en créant plus de playlists puis tout ça. Des efforts qui n'étaient pas faits à l'époque où il y avait juste un anglophone qui se disait « OK, c'est en français, on va tout mettre ça dans la même affaire. » Fait que là, tu avais une playlist nouveauté, puis tu avais Pierre comme... Lapointe, Éric Lapointe et Jean Lapointe. C'est mettre ça dans la même playlist. Pareil, go, tu sais. C'était impossible d'écouter une playlist en français sans virer fou, là, tu sais. Il y avait... je vire encore fou, honnêtement. Ben ouais, c'est encore un peu bizarre, mais tu sais, moi, je t'avoue que j'ai des goûts tellement éclectiques que j'ai mêlé Spotify, puis là, il comprend plus rien, fait qu'il me met comme un peu n'importe quoi. Fait que des fois, j'ai des belles surprises, tu sais. Mais genre... Mais oui, il m'a déjà mis du Caïn après les hôtesses d'hilaire, tu sais, puis j'étais comme, OK, il faudrait qu'on se parle, là, Spotify, là, tu sais. Il faudrait parler aux Festivois aussi, puis au Festival de Québec, qui aussi vont les mettre ensemble, mais ça, c'est une autre question, en fait. C'est peut-être leur faute. Parce que, tu sais, si on essaie de comprendre comment ça fonctionne, Spotify, c'est qu'il va aller regarder, tu sais, mettons, moi, j'écoute Pierre Lapointe, il va dire qu'est-ce qu'elle écoute d'autre, elle. Puis là, s'il voit que j'écoute beaucoup les hôtesses d'hilaire, puis Caïn, il va peut-être se dire « Ah, Pierre Lapointe, tu sais, le monde qui écoute ça, ils ont tendance aussi à écouter ça. » Fait qu'il fait la moyenne avec tous les gens qui écoutent du Pierre Lapointe. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils considèrent pas... tu sais, par exemple, je sais pas, tu sais, j'ai travaillé longtemps avec l'artiste Violette Pie, puis je me disais pourquoi qu'ils jouent pas quand du monde écoute du Korn, mais qu'ils jouent quand du monde écoute... je sais pas, genre, à la claire ensemble. Oui, les Sœurs Boulay, exactement, bon exemple. Tu sais, pour moi, il y a une parenté qui est plus... bon, puis, ça, c'est aussi un problème en tant que minorité culturelle qu'on vit, puis, tu sais, qui
qu'en ce moment, qui brasse même du côté politique, tu sais, je pense que toi, dans ton métier, c'est quelque chose que tu sais, parce que moi, je travaille plus au niveau de l'artiste, tu sais, de lui, qu'est-ce qu'il peut faire avec ses choses à lui, puis toi, tu travailles plus au niveau des institutions, tu sais, comment on fait, nous, pour que, en tant que minorité, on soit plus considéré comme un genre, là, tu sais, Je ne veux pas hijacker la conversation, je ne sais pas si tu avais quelque chose Non, à mais rajouter. fais seulement aller voir sur Spotify for Artists, puis regarde les tags qu'ils ont mis sur tes chansons. Des fois, je tombe des nues, genre, je suis tombée sur Nazi, sur une chanson folk francophone, que je sais pas pourquoi c'était là. Une autre, c'était marqué guerre. C'était vraiment des tags comme, je sais pas Est-ce que comment. tu peux les modifier toi-même, les tags? Oui, tu peux les modifier toi-même. Après, puis justement, maintenant, ils ont changé Ben, ça, on peut plus. On pouvait... tu peux demander, dans le fond, à changer tes tags. Ouais, tu peux c'est ça, plus mais y tu peux plus accéder le faire maintenant. toi-même. Puis là, ben pauvre Guillaume, il est tout seul pour tout le Canada. Ok, Fait que quand si elle on dit y va pauvre écrire Guillaume, c'est qu'on pas veut moi, changer- OK? C'est pas lui. Guillaume Moffett, c'est l'intelligence émotionnelle de Spotify Canada. Donc, il faut que ce soit votre ami Facebook. Non, mais Ben, pour tu sais, vrai... comment il peut gérer ça si toutes les bands sont obligées de passer par lui s'ils ont un tag qui n'a pas de sens sur leur truc et tout seul? C'est ça, c'est comme- ça. Mais c'est déjà un grand pas, je te Ouais. dirais, Mais- d'avoir engagé quelqu'un qui connaissait la relève et tout ça. En même temps, ben, tu sais, Guillaume étant de ramification, c'est ça, on s'en sort pas, hein, des chambres d'écho. Étant de ramification québécoise, c'est sûr que ses propres référents culturels, c'est d'abord et avant tout ce qu'il a connu quand il était jeune, ce qui sort maintenant, ce qui sort dans les bars où il va, etc. Tu sais, à un certain moment donné, comment tu fais pour contourner ça? Puis Guillaume, là, c'est cool qu'il soit là, puis je trouve que c'est un super beau move de la part d'une multinationale d'engager une intelligence émotionnelle, une antenne québécoise ou canadienne francophone. Mais là où on s'en va, à mon avis, puis là, on tombe dans la découvrabilité là, 4.0, c'est l'intelligence artificielle. Ils vont essayer de remplacer Guillaume, c'est sûr. Ils vont essayer de trouver l'algorithme parfait en deep learning qui va réussir à remplacer Guillaume parce que Guillaume coûte quelque chose sur leur payroll. C'est comme ça. C'est ça l'imbécilité des compagnies Inc. C'est qu'à un certain moment donné, ils sont là pour faire la pièce, ils sont là pour les produits culturels, pour exploiter les produits culturels et non pas pour faire la promotion des œuvres culturelles. Il y a une différence entre les deux. Et donc, la découvrabilité, ça commence par vous, les créateurs, les artistes. Si à la base, vous avez une page Wikipédia par artiste, mais aussi que chacune de vos chansons, elle est là, elle est documentée, avec qui vous avez fait quoi, à quel moment, puis tout ça, vous allez augmenter la découvrabilité de ça. Puis évidemment, si vous poussez votre musique pour vous rendre sur Spotify, vous allez peut-être passer par TuneCore, CD Baby, Baby Digital ou whatever. Il y a Lander à Montréal, il y a DistroKid, il y en a plein. Ils vont pas vous demander ça. Ils vont pas vous demander vos informations. Ils vont vous demander le minimum viable data pour faire du cash avec votre musique. Mais ils vous demanderont pas c'est quoi l'information minimale pour pouvoir faire de votre œuvre une œuvre qui s'inscrit dans une culture. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire de quoi qu'elle parle, avec qui, pourquoi, quand, de quelle année, etc. Et c'est malheureusement pas ces institutions-là, qui sont à but lucratif, qui vont se donner le mal d'étiqueter comme du monde vos œuvres. C'est malheureusement votre tâche de le faire. Et le faire, c'est tout un art. C'est ce qu'on appelle de la bibliothéconomie. Mhm. Donc, je voulais rebondir sur ce que tu disais, qu'ils vont remplacer Guillaume. Quand on prend les gros, les majors, donc les gros labels, ils l'ont déjà fait. C'est-à-dire que le travail que je fais, qui est A&R, donc de repérer les artistes, de les amener pour signer, c'est déjà un algorithme qui leur fait popper quand, mettons, il y a un pic qui se passe sur Instagram, un pic qui se passe sur YouTube. Ben, il y a juste quelqu'un qui va vérifier que c'est pas une vidéo de chaton, mais si c'est un artiste, c'est comme ça qu'ils repèrent. C'est plus à cause de la musique, c'est parce qu'il a fait des grosses stats. Justin Bieber, c'est ça, il a fait des grosses stats sur Internet. Ben, maintenant, c'est ça les artistes. Donc, on est déjà remplacés. Ceci étant dit, je ne veux pas qu'on fasse un panel complet sur la vie de Guillaume Moffett, mais j'ai envie de revenir quand même un peu sur son statut, parce que, comme le disait Chancy, quelque chose d'intéressant par rapport à ça, c'est que oui, c'est l'intelligence émotionnelle de Spotify, et peut-être qu'il pourrait se faire éventuellement remplacer par l'intelligence artificielle. Ceci étant dit, il ne faut pas non plus se leurrer par rapport au fait que les playlists Spotify en ce moment, qui sont, à faute de meilleurs termes français qui me viennent en tête, qui sont curatées par Guillaume, ont un peu le côté très, très
éclectique qu'on retrouve dans une playlist. Quelqu'un qui écoute les Hôtels d'Hilaire qui va tomber sur Kang. Je vais penser, par exemple, on a quelques artistes, nous, de notre côté, notre palmarès à CISM, qui vont se retrouver dans la liste des enfants terribles, mais qui va aller de Philippe Braque, parce qu'il a une personnalité un peu éclatée, à Hubert Lenoir, mais à des groupes de rock aussi, de post-punk. Donc, il y a déjà ce côté-là, parce qu'il y a un sentiment très, très maître chez nous à faire de la musique en français au Québec. Donc, déjà, l'algorithme se retrouve là-dedans. Donc, peut-être faudrait-il ouvrir la porte à, si on fait de la musique en français au Québec, c'est aussi valable que ce qu'il fait à l'international, parce qu'on ne tombe pas dans le genre québécois, même si on a toujours le réflexe de se tenir ensemble comme ça. Et je vais profiter de cette réflexion-là, en fait, pour peut-être lancer la balle vers un élargissement, en fait, comme ça. Comment est-ce que, justement, moi, de mon côté, j'ai un projet folk, j'ai envie de percer dans la mêlée, alors que internationalement, il y a d'autres gens qui peuvent faire aussi de la bedroom folk, qui peuvent aussi faire du SoundCloud rap, quoi que ce soit, des choses qui se font à qualité égale, à effectif égal, à moyen égal, mais partout. C'est plate à dire, mais si vous êtes folk puis vous aimez un artiste folk d'amour, ben c'est votre temps ou jamais de contacter cet artiste-là et de dire « As-tu envie de faire une collabo avec moi? Parce que malheureusement, cette personne-là a déjà une notoriété construite du passé, puis souvent peut-être même à l'époque des majors où ils mettaient, et c'est encore le cas, ils mettaient déjà d'entrée de jeu 300 000 $ de canne à pêche à l'eau sur la tête d'un artiste. Si ça mord, tant mieux. Si ça mord pas, tant pis, on passe au prochain. Et donc, ces artistes-là, folk, qu'on connaît aujourd'hui, qui viennent peut-être des années 80, 90, 70, whatever, ces gens-là ont une notoriété. Et par défaut, ils ont un auditoire. Et le fait de faire quelque chose avec eux ou de faire un cover de ce qu'ils font, c'est vraiment cool. Récemment, j'ai découvert Daughter. Je connaissais pas Daughter, mais c'est qu'elle a repris une chanson de Daft Punk. Et je l'ai trouvé meilleure, sa version à elle, que la version de Daft Punk. Et c'est plate à dire, mais parce que Daft Punk a fait une chanson qui s'appelle... c'est quoi dans la... Get Lucky? Ouais. L'intelligence émotionnelle. Alors, Shazam l'aurait trouvé aussi, peut-être. Peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que le cœur de l'humain, et l'intelligence émotionnelle humaine reconnaît ces choses-là. Et si on aimait déjà Daft Punk, on aimait déjà cette chanson-là, on a tendance à chercher cette chanson-là. Et comme on cherche le titre et que ça sort dans les résultats, ben, c'est plate à dire, mais de faire comme les autres, c'est une manière de faire mieux comme les autres, mais mieux encore, à sa manière, à sa sauce, de squatter la notoriété des autres, de hijacker leur notoriété à votre propre service. Et de là, une fois que vous avez réussi à aller chercher un auditoire, vous les amenez dans votre monde à vous. Fait que c'est peut-être une stratégie un peu crasse, là, mais... Ben, oui puis non, parce que tu parles de hijacker la popularité d'un autre, mais tu sais, mettons... moi, je fais du folk au Québec, puis je contacte quelqu'un qui fait du folk en Finlande. Bien, lui, ça risque de lui permettre de se faire connaître au Québec et moi, de me faire connaître. Fait que c'est pas tant hijacker, c'est du donnant-donnant. Si tu vas chercher un groupe qui est dans le même niveau de popularité et tout ça, y a, tu sais... Ben oui, les gars de Mr. Valère, dans leur projet Qualité Motel, ils ont fait une tune avec Pin to And We Fall. C'est un girls band de Finlande. C'est vraiment cool. Tu sais, je vous dis ça, puis vous les connaissez pas. Je vous dis, vous allez les connaître parce que vous allez découvrir la toune de Qualité Motel, j'imagine, parce qu'ils ont fait une toune avec Karim Ouellette aussi. Ça, c'est une des stratégies aussi. Je sais pas si c'est une stratégie vraiment pensée d'avance. Les majors le font à full pin. C'est une stratégie pensée d'avance. Je te confirme. Ouais. Mais ça fonctionne bien. Des fois, ça donne des affaires vraiment cool au niveau artistique aussi. C'est pas juste phoné ballonné. Je pense qu'il faut que ça vienne du fond artistique. Il faut que ça vienne vraiment de sa propre démarche, de dire, moi, sérieusement, j'ai besoin de gagner en notoriété. Fine, OK, on l'accepte. Maintenant, c'est pour qui j'ai assez de respect pour... qui je respecte assez pour pouvoir aller voler sa notoriété. Avec qui je suis assez à l'aise. Ben là, tu t'approches puis tu demandes, puis on sait pas. Peut-être Michel Rivard va dire oui. Non, c'est ça, c'est trouver des nouvelles manières de se faire découvrir en ne passant pas par Spotify, que tu as une chance sur je ne sais pas combien d'être sur une playlist connue. Mais ça passe, c'est ça, par les covers, ça passe par les featurings, ça passe par les camps d'écriture, ça passe par la synchro. Les premières parties, les shows, la synchro aussi, c'est vraiment une bonne manière de se faire connaître, puis aussi de percer. Mais qu'est-ce que c'est, la synchro?
c'est le placement de musique à l'image. Donc, le fait de se faire placer dans une série aux États-Unis ou une pub à Copenhague ou peu importe, ça t'apporte quelque chose que même Spotify t'apporte pas, c'est des fans, beaucoup, en peu de temps. Puis ça permet aussi d'ouvrir des marchés comme on parle des États-Unis. Les États-Unis sont très fermés sur c'est nous, puis ils ont du mal à s'ouvrir un peu aux autres. Puis le fait d'être dans une série aux États-Unis, ben, tout de suite, ça t'apporte des fans qui n'auraient pas eu la connaissance de toi sur Spotify, sur les radios aux États-Unis. Donc, ça, c'est une autre avenue à essayer de... Ça, il y a la base aussi où il faut revenir. Si tu as du placement à l'image, puis on te découvre, puis sur ton YouTube, tous tes trucs s'appellent Teaser 1. Puis, tu sais, le monde, même s'ils te cherchent, ils ne te trouveront pas. Ton nom de band, c'est Casino. Puis, tu sais, pour vrai, j'ai déjà travaillé avec un groupe qui s'appelait comme ça, puis ils ont fini par changer leur nom parce que qu'est-ce que tu veux écrire? Casino, ça sortira pas. Il va y avoir des casinos qui vont sortir. Si tu mets Casino de Montréal, c'est le Casino de Montréal. Si tu mets Casino Band, tu as des bands de casino. Si tu mets, c'est impossible. Si tu mets Obo Pop-Up, ça se peut que les gens ne savent pas comment l'écrire. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a vraiment du travail à faire des deux côtés, tu sais. Quand je parle de petits détails, c'est vraiment regarder comment tu as appelé toutes tes choses, comment ton site... Le nom de ton band, c'est le premier truc, là, tu sais. Il y a quelques cas qui ont été très difficiles dans le passé parce qu'il y a eu un mauvais choix de band dès le départ puis qui leur barrait tout. Ou si ça aussi, ça peut être vraiment pénible, c'est s'il y a un autre band qui s'appelle comme toi en Colombie, c'était pas grave il y a 25 ans, mais aujourd'hui, tu vas te ramasser avec des fiches Spotify tout croche, essayer de contacter le service à la clientèle pour pas avoir de la cumbia sur ton profil de punk. Puis, tu sais, c'est... En tout cas, fait qu'il faut vraiment, vraiment penser à plein de petits détails. Certainement, il faut penser à ces détails-là parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. J'aimerais y aller du côté plus professionnel de la chose, en fait, parce que là, on parle des artistes, comment faire pour se faire découvrir, en fait, mais maintenant, avec on a dit que c'était plus vraiment le Far West, mais ça l'est un peu à quelque part parce que là, la compétition s'élargit de plus en plus. Comment est-ce que, comme label, comme agent, comme gérant, comment est-ce qu'on fait pour faire découvrir son artiste maintenant à travers le monde? Comment est-ce que ça a changé aussi? Puis quels sont à part bien sûr les tags, à part bien sûr faire un bon profilage, est-ce qu'il y a des nouvelles méthodes qu'il faut voir, qu'il faut mettre de l'avant, qu'il faut réfléchir différemment? C'est quoi les gros pièges dans lesquels on peut tomber facilement aussi? Il y a des vieilles méthodes qui fonctionnent encore, mais plus pour les mêmes raisons. Tu sais, je pense par exemple aux relations de presse. Tu sais, un moment, on avait un peu l'impression c'est pas grave, je vais le mettre sur Twitter, puis les journalistes vont le voir, puis c'est correct, tu sais, je vais sauver de l'argent. Mais tu sais, par exemple, je travaille souvent avec une relationniste de presse qui a déjà, tu sais, au lieu de t'obtenir un article, elle te fait découvrir à une revue américaine qui crée aussi des playlists. Fait que là, ils aiment la toune, mais pas assez pour en parler. Ils la foutent sur une playlist. Tu sais, j'ai vu l'exemple de, mettons, Corridor. Je pense que c'est un des rares groupes francophones québécois que j'ai remarqué. Si tu vas voir leurs artistes similaires, c'est tous des bands américains ou du UK. C'est même assez troublant. Ils sont le seul band francophone dans leurs artistes similaires. Puis tout ça, c'est à cause de jobs, de relations de presse, de contacts aussi avec des labels étrangers. Donc, c'est ça, c'est des choses qu'on faisait aussi à l'époque, mais les résultats sont plus les mêmes. Au lieu d'apparaître dans le journal, la presse, on va apparaître dans une petite playlist obscure de radio étudiante américaine. Puis là, des fois, le monde sont comme « Oui, mais tu sais, il n'y a personne qui... » Ah, ben ça vient de changer complètement la perception de ton groupe par les algorithmes, ce qui, à long terme, est extrêmement payant. Même si ça semble anecdotique à premier coup d'œil. Moi, je dirais... Relié à ça, quand tu fais des relations de presse, puis que ton relationniste appelle Tout le monde en parle, puis Tout le monde en parle dit « Ouais, mais il n'y a pas fait de première de spectacle, on peut pas en parler. » Tu sais, il te canne. Tu es un artiste, tu fais une première de spectacle. « Ah, ou il n'y a pas fait d'album, on peut pas en parler. » OK, cool, mais tu sais, genre, peut-être qu'il y a une autre histoire à raconter. Donc, j'aurais tendance à vous dire, puis
je salue et j'applaudis aussi Cœur de Pirate qui a fait un statement qui a fait comme moi, j'en fais plus des albums. Tu sais, ça m'intéresse plus. Pendant ce temps-là, tu as toute une industrie qui continue sur ce pacing-là. Tu as toute une gang de médias, surtout en France. Hein? Pas d'album, pas d'actu. Pas d'album dans les... Moi, écoute, peut-être que je suis has-been quand je dis des affaires de même, mais à l'époque, là, quand on essayait de faire percer Mr. Valère en France, c'est pas d'album dans les bacs physiques. Là. Pas d'album. Hey, t'es rendu, il y avait Deezer, il y avait Spotify. Pas d'album dans les bacs physiques, pas d'actu. Mais j'étais justement, c'est comme, hey, moi j'ai un super angle, OK? C'est le premier band au Québec qui a donné sa musique là, à 58 000 fans, 68 000 fans dans 58 pays différents. C'est le premier band au Québec qui n'a pas vendu un estifi d'album qui a rempli le Métropolis. Je veux dire, j'en ai plein des angles de communication pour aller faire Drucker, Colin. Puis, oh non, mais il n'y a pas d'album, il n'est pas dans les bacs, on n'en parle pas, quoi. Hey, fuck you, là, à un moment donné, levez-vous puis dites fuck you. Si vous pensez que ça n'a pas de sens de faire des albums quand que ça vous tente pas, fine. Si vous avez envie, vous avez une démarche artistique, c'est-à-dire je veux faire un album, j'ai plein de choses à dire, il y a le même fil conducteur, faites-le. Mais à un moment donné, faites pas ça pour fitter dans la petite case, pour aller chercher la subvention, pour vrai, là, c'est comme, honnêtement, là, à faire un gros fuck you sur la place publique puis de booster votre post, là, ben, vous allez probablement faire, tout le monde en parle, parce qu'il va y avoir une autre histoire, un autre angle. Fait que c'est super fâchant. Moi, je suis un peu frustré, là. Je fais partie de l'époque où est-ce que on essayait de sortir autrement puis on était comme canné. C'est un band de musique, il fait une première de spectacle, il fait des albums. Non. Je veux dire, non, ça se peut que vous ayez quelque chose à dire politiquement. Les artistes sont totalement désengagés aujourd'hui. Moi, quand j'étais jeune, là, les artistes étaient engagés. Il y avait une catégorie artistes engagés. Ça n'existe plus. Pourtant, vous avez tous des valeurs, puis vous poussez pas dessus pantoute. Puis pourtant, c'est la seule maudite affaire qui active le monde, qui active les médias, qui font jaser. C'est d'avoir des valeurs, puis de pousser dessus. Et ça, là, sérieusement, c'est pas un conseil promotionnel. C'est juste un conseil de marque. De brand. Vous êtes une marque, mais vous n'êtes pas une marque pour flasher puis pour être dans les rayons de Walmart. Vous êtes une marque parce que vous représentez quelque chose, vous avez des valeurs. Poussez dessus. Je suis sûr que ça va vous payer à un moment donné parce que les gens ont envie de s'associer à des choses, d'avoir un sentiment d'appartenance face aux autres. Ceci étant dit, si je peux faire l'avocat du diable sur cette déclaration-là, est-ce que c'est pas non plus aussi un peu contre le momentum de faire une sortie, se faire voir, y aller, tout le monde en parle et se faire dire « OK, super, et maintenant, où est-ce qu'on peut voir, où est-ce qu'on peut vous entendre maintenant qu'on vous a, on pense à vous, c'est l'économie de l'attention du consommateur dure une journée, 2 journées sans plus, où est-ce qu'on peut aller? Ah non, ben on n'a pas d'album, les spectacles on n'aura pas, fait que finalement on a de l'attention maintenant, mais elle disparaît après. Peut-être 12 singles. C'est vrai. Tu sais, c'est ça aussi. Tu sais, encore, aujourd'hui, c'est difficile d'avoir une tournée si tu n'as pas d'album, alors que tu peux avoir 4 EP. Tu sais, c'est quoi? On est rendu... Même les subventions ont commencé un peu à changer, mais à un moment donné, je me souviens, j'essayais de penser à une stratégie qui marchait comme par petits morceaux, puis je voyais pas 12 tunes d'un coup sortir, parce que c'est du... Tu sais, avec la mentalité Spotify, mettons, tu sais, comment ça fonctionne, c'est que tu peux pas pousser une tune pour le playlisting de curation si elle existe déjà sur la plateforme. Donc, quand tu sors 12 tunes d'un coup, il y en a juste une que tu peux exploiter. Alors que si tu les sors une par une, avec un bon délai entre chaque, tu peux toutes les exploiter. Puis je vais vous donner une... Mais les subventionneurs ne considèrent pas ça comme un album si c'est sorti une par une à 2-3 mois. Fait qu'on fait quoi? On fait une tourne qui va nous ramener un peu de sous, qui va un peu rouler, puis 11 pour remplir. Mais non, tu sors d'un média avec tes valeurs, puis tu dis les subventionneurs, c'est des cons. C'est ça qu'il faut que tu fasses, tu comprends-tu? C'est là, il faut arrêter. Non, oui, mais les subventionneurs sont pas là pour graisser la patte d'un vieux modèle. C'est pas ça leur mandat, OK? C'est vraiment pas ça leur mandat. Oui, mais les subventionneurs aussi, c'est pas une personne qui prend toute la décision. Je veux dire, je pense pas qu'il y a personne chez Musique Action qui va se sentir visé personnellement. Là, Xavier Dolan a sorti contre les subventionneurs, puis c'est le plus subventionné de la gang aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, quand tu jettes un coup de pied dans la mare, puis que tu sors publiquement, puis tu dis ça n'a pas de maudit bon sens, à un moment donné, les gens se réajustent. T'as un Xavier, t'en as 1500 qui se font écraser la tête sous l'eau, parce que ce que tu dis, faire un fuck you, on a tous envie de le faire parfois, parce que
que tu veux faire un festival? Ouais, ça, on va inviter les gens à prendre le micro si jamais ils veulent intervenir. On va aller avec les questions du public un peu plus tard, mais là, bon, on va y aller avec celle-là. En fait, je réagis par rapport à ce que tu dis parce que je sais pas si je regarde le panel qu'elle est là, puis je sais pas si vous êtes tous signés avec un gros label ou une grosse maison de disques. Moi, je suis indépendant parce que peut-être que si j'avais une grosse maison de disques qui ferait ça, qui me paierait un relationniste, qui me paierait un booker, etc., peut-être que j'aurais pas à me soucier de comment je fais pour être visible de tout le monde, parce qu'on se bat là-dessus, on fait des concours, on fait des subventions, on va voir Isabelle Beaubien qui nous aide à faire des subventions, on fait tout ça, et puis finalement, ce qu'on reçoit, c'est pas la musique qui est jugée, ni quoi que ce soit, c'est les Franco qui vont dire, ben non, tu rentres pas dans Musique Saxon, on va pas te mettre, ou Festival Granby, tu rentres pas dans ce petit cercle, et il y a l'impression d'avoir deux vitesses, un monde à deux vitesses, donc ceux qui sont backés par des maisons de disques et puis qui vont tout de suite retrouver dans des playlists Spotify, Café Montréalais, boom, 300 000, puis qui vont se faire spinner. Puis là, on va regarder les nombres de spins, et puis là, lui, il est intéressant. Puis à côté de toi, tu te bats pour faire beaucoup de choses, pour te faire connaître. Puis tu as envie de dire fuck you à tout ça, puis de donner ton idée, mais... Okay. Le problème, dès que tu fais ça, tu te fais bâcher des festivals. On dit pas fuck you, mais on dit que ça mais... marche pas. Je vais te parler de quelque chose, OK? Arrêtons de faire des choses pour les subventionnaires. Les subventionnaires sont retards. Ils sont toujours en retard. Ils sont là pour aider le milieu tel qu'il est. Le milieu, c'est quoi? OK? Si tu fais pas de la musique pour trouver un auditoire, tu fais quoi? L'auditoire, c'est tout ce qui est rendu. C'est comme... Tu disais, tu sors 12 tunes d'une shot dans un album. C'est comme lancer dans 12 tunes en même temps dans la mer, puis dans la surface de l'attention. L'océan, c'est la surface de l'attention médiatique et les réseaux sociaux. Puis là, tu les lances tout en même temps, puis ils coulent dans le fond. T'sais. Là, comment tu veux sortir du fond, il faut que tu fasses de egg beater en moutadi pour remonter à la surface. Alors, est-ce que c'est intelligent de sortir 12 tunes en même temps d'un point de vue économie de l'attention? Non. D'un point de vue économie du contenu, quand tu parles aux vieux dinosaures qui sont sur le board de, je sais pas moi, de Musique Action ou de Sodec, peut-être que ça fait beaucoup de sens pour eux autres. Parce que la longue traîne est de leur côté. Quand tu as un label puis tu as du gros catalogue, quand tu as un distributeur puis tu as du gros catalogue, tu fais 50% sur tout ce qui vend puis tout ce qui vend pas. Pendant ce temps-là, l'artiste que tu représentes, lui, il fait pas une crise de scène. En fait, il fait 80% de la miette. La longue traîne, là, c'est 80% du catalogue ou de tous les contenus va générer 20% des revenus. Puis 20% des revenus va générer 80% des revenus. C'est ça, la longue traîne. Quand tu as un distributeur puis tu représentes, je sais pas, ou quand tu as un éditeur à la rigueur qui représente 6 000 tracks, 60 000 tracks, 60 millions de tracks, tu t'en fous-tu que tel artiste ait un chèque de 2,36 $ à la fin du mois? Oui, tu t'en fous. Mais c'est pas grave, tu fais 20% dessus. Mais tu fais 20% sur 2,36 $, mais sur les 4 millions d'autres 2,36 $. Fait que finalement, à la fin du mois, tu as fait 8 millions, tu es content, puis tu payes tes actionnaires. C'est pas une logique qui fonctionne. Si on vient à la logique de la surface d'attention, si tu pitches dans l'eau, là, une toune à la fois, OK? Ben, tu vas toujours... En fait, parce que tu vas pitcher une toune, une à la fois, tu vas toujours être un petit peu à la surface de l'attention. Tu vas en pitcher une autre quand tu vas commencer à couler, là, tu en pitches une autre, Comme ça, c'est une super stratégie pour rester à la surface de l'attention. Puis, dans la chambre d'écho québécoise ou dans les playlists de Spotify, tu vas finir par flotter à la surface. Tu vas finir par dire « Hey, voyons donc, il y a toujours quelque chose qui se passe. » À chaque fois, ils viennent de sortir de quoi? Tu vas avoir un effet de levier sur la dernière tune que tu as sortie. Fait qu'à un certain moment donné, là, ça fait du sens par rapport à l'auditoire, au consommateur culturel. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Fous-toi du reste. Les gars de Mister Valeur, puis nous autres, là, la gang de Mister Label, là, on était tous associés ensemble. Puis on en a tellement séché les subventions. Là, si vous devriez voir le nombre de subventions qui sont passées dans notre face qu'on n'a jamais été capable d'avoir. Parce qu'on n'avait pas 2 artistes signés. Parce qu'on avait pas 3 artistes. On n'était même pas producteurs de nos shows. Les crédits d'impôt de production, on n'avait même pas le droit à ça. L'argent allait partout sauf chez nous. Mais c'est quoi? On avait quand même 68 000 fans dans 58 pays différents. Puis on envoyait 5 courriels pour remplir la métropolis.
J'abonde dans ton sens par rapport à ce que tu dis. Je dis juste que parfois, dans la discussion, on aborde des sujets comme avoir des relations de presse, etc. Mais je t'avoue, tout ça, ça coûte de l'argent. Là, quand on met bout à bout, tu essaies d'avoir un tracker radio, boum, ça te coûte $1000. Si je peux me permettre, il y a autre chose que les maisons de disques. Là. Oui, mais on n'a pas le choix. Non, mais il y a d'autres alternatives qui commencent à se faire. Je travaille dans une maison de développement, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. On fait des services de label, sauf qu'au lieu de prendre à 1000$ quand on fait ton tracking radio, ben on prend parti que genre on est avec toi, on est une équipe, puis on prend juste un pourcentage de ce que tu fais. Donc si notre travail est mal fait, ben on n'a rien. Mais c'est ça, aller chercher plus loin que genre les labels. By the way, les labels, quand ils te donnent 300 000, c'est parce qu'ils ont eu 300 000 ou 150 000 de subventions. Tu sais, comme c'est des subventions, Mais je parlais des majors, hein, parce que les labels d'ici, ils n'ont pas ça. Les subventions, les 300 000. Je parlais des major labels. Mais c'est ça, aller voir autre chose. Puis même, des fois, tu n'as même pas besoin d'une structure seule. Va voir des personnes comme qui sont spécialisées dans ce qu'ils font, puis quelqu'un qui va t'accompagner. Moi, je vois ça, on fait ça avec des artistes de moyen calibre, de plus petit calibre, puis on fait le plan avec eux, puis tu sais, t'as pas forcément tout le temps besoin d'un relationniste de presse. Peut-être que ton auditoire est plus sur les réseaux sociaux, donc là, t'as peut-être plus besoin de quelqu'un qui te guide dans ça. Mais c'est ça, aller voir autre que le carcan des labels qui, de toute manière, n'ont pas la place de signer grand monde. Mais voilà. Tu sais, même, ça coûte pas si cher que ça, des relations de presse. Je pense que la dernière fois que j'ai payé quelqu'un pour le faire, il a fallu que je l'avance de ma poche, mais elle nous a placés à 2 émissions de radio qui fait qu'on a fait plus d'argent grâce aux redevances de la Guilde puis de l'UDA que ce que ça nous avait coûté. Fait qu'il a juste fallu comme l'avancer le fonds pendant 6 mois, mais finalement, ça nous est revenu. Donc, et puis c'est un investissement. C'est un investissement parce Exactement. que pendant ce temps-là, c'est ton brand, c'est ta notoriété d'artiste qui prend du galon et ça se perd pas. Ça se perd tu vraiment peux avoir pas. ces services-là sans être chez un label, tu sais. On va éviter les bilatérales. On a quand même fait une bonne discussion ensemble, mais les questions vont venir un petit peu plus tard. Si tu veux revenir au micro, il n'y a pas de problème. Ceci étant dit, on va ouvrir une porte avec ça parce que justement, il y a effectivement, on pourrait dire, deux vitesses avec les gens qui sont signés et les gens qui sont non signés. Il y a peut-être des artistes ici qui n'ont pas nécessairement un énorme budget de production, qui veulent essayer de focaliser sur quelque chose. Je vais me tourner vers Ludivine, par exemple, qui travaille en synchro, qui travaille en beaucoup de choses. Donc, si je n'ai pas de relation de presse, si je n'ai pas d'équipe qui me back, quelles sont les ressources auxquelles je peux avoir accès quand même et surtout comment est-ce qu'on s'y prend pour affronter le grand monde, le vaste monde de l'auditoire qui rêve de me découvrir? Il n'y a pas énormément d'accès si tu n'as pas des personnes derrière toi. Sachant qu'une personne ne veut pas dire que tu dois la payer comme un sous-distributeur. Si tu ne veux pas aller vers CD Baby qui va juste distribuer ta chanson, si tu veux aller vers quelqu'un comme Believe, tu es obligé d'avoir quelqu'un qui travaille avec toi, que ce soit un sous-distributeur. Il y a des gérants qui travaillent avec Believe aussi. Mais tout ça, à part créer une sortie intelligente, vraiment intelligente, qui ne s'est jamais vue. Puis là, ça fait longtemps qu'il y a de la musique, donc il y a beaucoup de choses qui se sont déjà vues. Mais tu sais, des fois, ça prend juste une personne qui t'accompagne, puis c'est ça peut être un gérant, ça peut être un éditeur, ça peut être un relationniste de presse, ça peut être... Essaye, toi, de construire ton projet. Quand je dis toi, je parle à tous les artistes. Puis quand tu te proposes d'y aller avec un angle, puis tu te dis, peut-être que moi, j'ai besoin de quelqu'un juste en signe parce que je sais que ma musique, c'est vraiment fait pour les séries, puis j'ai déjà une idée de dans quoi je vais aller. Puis là, tu as juste à contacter quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Si tu te dis, moi, je pense que c'est de la pop qui va sur les grosses playlists Spotify, il y a des gens aussi qui font juste ça, qui font du playlisting. C'est-à-dire essayer de placer ta chanson. Maintenant, c'est rendu compliqué parce que Spotify ont décidé d'ouvrir à tout le monde la possibilité de placer sur des playlists, même si c'est pas forcément les mêmes playlists qu'un distributeur, mettons. Tu vas pas avoir... Ça dépend. C'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous pensez vraiment que tout le monde qui propose quelque chose sur Spotify, ils ont le temps d'écouter puis de dire, toi, tu vas dans telle playlist? Moi, je pense que c'était surtout un beau gros coup de publicité et de faire « on est avec les artistes », alors que quand tu regardes la réalité des choses, c'est que tu fais 2-3 millions puis que tu as 1000 pièces. C'est ça. Mais... Vendre du rêve un petit peu. Ouais, exactement. C'est ça, dernièrement, j'ai vu que beaucoup de Spotify, c'est de
de faire de la bonne presse en disant nous, on est pro-artistes, on veut que tous les artistes soient capables de faire dans les playlists, mais en réalité, la réalité, c'est que tu as quand même besoin de quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va pouvoir te placer, ou alors c'est un coup de chance, puis tant mieux. Là. Ça l'arrive aussi, ça l'arrive... Il y a des coups de chance. J'en ai déjà vu des artistes complètement indépendants qui ont juste un petit EP qui est sorti puis qui ont eu, je sais pas, leur tune être tombée dans l'oreille de quelqu'un puis se sont ramassés sur le café montréalais. J'ai déjà vu des exemples de ça, mais bon, tu sais, je veux dire, ça, c'est ça. Hawaïenne à CISM. Une question piège, une colle un peu pour tout le monde, en fait, parce que je vais revenir à la thématique fondamentale qu'on a depuis tout à l'heure, qui est vraiment l'idée qu'on a eu une petite période où est-ce qu'on pouvait hacker le système, où est-ce qu'on c'était un peu le Far West, où tout le monde pouvait tirer les imprimés de jeu, mais rapidement, il y a une adaptation des majors, des plus petits joueurs, des artistes aussi, à la nouvelle économie de l'attention, en fait. Ça serait quoi, à votre avis, la prochaine étape? Et qu'est-ce qu'on devrait travailler collectivement ensemble ici pour re-hacker ce système-là, pour retrouver la nouvelle manière de changer les choses et d'être les nouveaux révolutionnaires? Parce qu'au final, le temps, les périodes, les époques changent encore plus vite aujourd'hui que jamais, donc on est peut-être rendu déjà une nouvelle révolution. Je pense qu'on a des auditoires, c'est ce qu'on a. Puis en ce moment, c'est ce que les compagnies cherchent à acheter. Puis on a des auditoires qui sont particulièrement pointus, souvent très jeunes, en tout cas, tu sais, moi, c'est un truc qui, il y a déjà eu des partenariats entre Charlotte Cardin et puis Fido sur Facebook, tout ça. Puis je pense que c'est un truc qui risque de se développer. Puis c'est sûr que pour un artiste, il y a aussi une question à savoir, est-ce que je veux devenir est-ce que je veux que ma musique soit gratuite, mais je suis payée pour faire des posts qui disent que j'adore AEW. C'est troublant, mais je pense que c'est possible qu'on s'en aille un peu vers ça. En tout cas, je sais que c'est quelque chose qu'on possède, les audiences, et qu'on utilise très mal. Tu sais, j'ai déjà un moment donné fait, je donne un exemple, j'ai déjà fait un échange d'audience entre deux groupes. Puis les deux étaient comme « Ah, mais là, je le regarde, toi, tu viens du Nouveau-Brunswick, toi, tu viens de Québec. Toi, du Nouveau-Brunswick, tu vas jouer à Québec, puis toi, de Québec, tu vas jouer à Moncton. Vous faites le même genre de musique, vous êtes le même genre de fans. Vous avez déjà fait des tournées ensemble. Pourquoi, au lieu de gosser, faire « Aime le rock, habite à Québec et déjà allé à l'Impérial », pourquoi tu prends pas juste l'audience de ton ami band avec qui tu as déjà fait des tournées, puis finalement, on l'a fait, puis écoute, ça a tellement pas coûté cher, ce pub-là, que, tu sais, je veux dire, on avait comme 3000 personnes, on les a couverts avec 30$, puis la salle était pleine, tu sais. C'est comme... OK? En tout cas, bref, fait que ça, on le fait pas, puis on comprend pas comment gérer ça, on comprend pas comment les conserver, on comprend pas comment se les échanger. Aussi, on a les problèmes, tu sais, les problèmes d'éthique. Donc, Facebook est très sévère avec ça parce qu'il y a eu des abus, on sait au niveau politique, tout ça, mais en tant qu'artiste, la discrimination, tu sais, je veux dire, si je cible très précisément, c'est pas de la discrimination. Je pense pas que personne peut se plaindre de ne pas avoir reçu des publicités de cœur de pirate puis dire « Hey, c'est pas juste, j'étais en dessous de la tranche d'âge », tu sais. Fait qu'en tout cas, bref, il y a quelque chose à faire, autant pour la promo des artistes entre eux que probablement des grandes marques qui pourraient être vraiment intéressées par ces données-là qu'on détient. Hacker. Moi, je veux juste vous dire une chose, on est toujours en position de hacker quelque chose. Tout le temps. Il faut arrêter de penser que l'âge d'or est derrière nous. Pas quand je suis rentré dans l'âge d'or de la musique, là, c'était Guy Cloutier puis Michel Bélanger qui triomphaient. Là. Et je suis rentré, puis c'est après le pic de vente de CD de 1990, où tout le monde, 1990, pas Jean Leloup, là, 1990 l'année, ontologie, hein? C'est important de bien décrire de quoi qu'on parle. Et donc, moi, je suis arrivé, puis j'avais l'impression que l'âge d'or du disque était derrière nous. C'est à l'époque où il avait revendu tous les albums pour une autre fois, après l'avoir vendu en vinyle, en 8 tracks, en 4 tracks, en cassette, puis en CD. Donc, et finalement, on est arrivé justement parce que comme on était à l'âge d'or de quelque chose, il y avait un creux de quelque chose d'autre qui s'en vient. Tout est dans tout et on est toujours comme à l'envers de quelque chose qui s'en vient. Et là, présentement, il y a une possibilité. Moi, je sais pas si je peux parler un peu de ça sur quoi je travaille présentement.
Peut-être à la fin, on va faire un outro avec ça, si c'est possible. Rapidement, j'en parlerai tantôt. Mais je travaille sur un projet de découvrabilité, de partage de droits et d'utilisation de contrats intelligents et de blockchain pour partager les revenus. J'en parle tantôt. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression, avec mon équipe, qu'on est en train d'hacker le système en le servant. C'est ça qui est spécial, c'est que des fois, il y a des besoins très immédiats, mais si on prend le temps de bien les faire, on peut le faire autrement et mettre la place pour d'autres choses. Et là, présentement, le travail sur lequel je planche, on est en train, au niveau de la métadonnée, justement, de la découvrabilité, on est en train de forker les manières de faire. Si l'industrie culturelle mercantile s'intéresse très peu à conserver ce que vous faites comme de la culture et qui se foutent de leur statut d'archiviste, ben c'est à vous de le faire. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est mettre en place une plateforme qui va vous permettre de le faire vous-même. Parce que c'est compliqué, créer de la métadonnée et de se rendre découvrable. Il faut faire la différence entre écrire sur le web, depuis tantôt on a une conversation promo SEO, Search Engine Optimization, écrire dans le web. Dans le web, là, c'est parler en mode ontologique, en mode sémiologique, parler aux algorithmes d'intelligence artificielle. Fait que j'y reviens tantôt. Fantastique. Moi, je pense qu'on est déjà sur la bonne piste, c'est-à-dire que ce que je vois il y a 5-6 ans quand j'ai commencé à travailler, puis maintenant, c'est que les artistes sont de plus en plus éduqués, ils font de plus en plus attention à ce qu'ils font, ils sont de plus en plus au courant des choses, puis ça, veut pas, ça l'aide, puis ça leur permet de pas signer n'importe quoi, de pas aller avec n'importe qui et de garder leurs droits et leur intégrité. Et je pense aussi qu'il y a vers quoi on s'en va, c'est tout ce qui se fait déjà pour les influenceurs, les youtubeurs qui ont une communauté folle, qui les écoute mot pour mot, puis j'ai l'impression que c'est vers ça qu'il va falloir s'en aller, c'est-à-dire partager le plus possible de sa vie, de son quotidien pour que les personnes veulent pas. Mais ça dépend tellement aussi de où tu veux te rendre avec ta musique. Si c'est juste en vivre, ben t'as peut-être pas besoin. Si c'est devenir une star au Canada, aux États-Unis, c'est tellement différent. Mais je pense que c'est une piste. Puis en fait, à ce sujet-là, j'avais dit que je terminerais, mais finalement, j'ai d'autres idées qui me viennent. Mais est-ce que à ce moment-là, on doit aussi renouveler la manière de se faire voir? Parce que on parlait tout à l'heure, j'avais en tête beaucoup l'idée de les sites et les blogs qui partagent les premières et les exclusivités. À un moment donné, si tout le monde est exclusif auprès de tout le monde, c'est plus vraiment une exception. Donc, si tout le monde se fait comme un YouTuber, comme un influenceur, est-ce que ça finit par devenir la norme et ça devient banal et il faut se renouveler aussi? Ou est-ce qu'il faut profiter du moment présent pour y aller parce que c'est la bonne période? Je relancerais peut-être un peu ce que dit Guillaume par rapport à l'engagement tout à l'heure. Parce que l'approche dont tu parles, Ludivine, c'est une approche qui fonctionne avec certains artistes, mais pas avec d'autres. Je travaille avec vraiment plusieurs artistes différents. Puis je pense que ce qui fait qu'un artiste fonctionne, c'est qu'il est intègre. Puis ce qu'il va faire sur les médias sociaux va refléter aussi ce qu'il est comme artiste et ce qu'il est comme personne. Je donne l'exemple, mettons, deux contradictions. On va avoir Cœur de Pirate qui a déjà annoncé sa gastro en détail sur Twitter. Puis d'un autre côté, un personnage comme avec qui je donne encore l'exemple de Violette Pie, mais qui poste juste une fois par 3 mois. Quand il poste, on booste même pas son post, puis on a un reach de 300%. Puis c'est tout le temps dégueu, tout croche. Au début, j'étais là, ben voyons donc, c'est mal croppé, tu fais le contraire de ce qu'on apprend à tout le monde, puis ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est lui qui a fait ça. Puis, tu sais, finalement, son anti-stratégie devient encore plus puissante qu'une stratégie parce que il y a une sorte d'intégrité, puis il y a des gens quand même autour de lui pour ramasser les morceaux pour que ça se tienne, tu sais. Fait que c'est une forme d'engagement, à mon sens, tu sais, puis la recette de « je parle de ma vie privée » va fonctionner avec un type d'artiste de plus en plus, mais il va y avoir d'autres recettes, je pense, qui tu sais, c'est ça. Ta vie privée, oui. Je veux pas dire forcément, justement, j'ai une gastro puis j'en parle. C'est vrai que ça marche pour certains artistes, mais juste ta vie en tant que musicien, ça l'intéresse ton auditoire. Puis que ce soit du punk, du rock, du rap, du folk, veux pas, si t'es dans la face des gens le plus possible, c'est là qu'ils vont penser à écouter ta musique. Puis c'est ça avec tout le monde.
c'est sûr qu'il y a des stratégies différentes pour chaque artiste, mais je pense que le plus tu es dans la face de quelqu'un, le plus il va penser à toi, le plus il va écouter ta musique. Puis je pense que je suis juste blasée des pauses de vannes de tournée. C'est pour ça que je suis comme, non, faites pas ça, je suis tannée, mais peut-être qu'il y a du monde qui sont pas tannés de ça. Mais quand tu vois la différence entre un artiste qui poste quelque chose sur Spotify puis qui poste rien sur les réseaux sociaux et une influenceuse qui poste tous les jours sur les réseaux sociaux et qui poste à un moment donné sur Spotify, c'est fou le pic. Puis le pic attire les algorithmes qui attirent les playlists, qui attirent d'autres pics. Donc, tu sais, c'est comme... Veux pas, c'est un cercle... D'ailleurs, il y a quelqu'un tout à l'heure qui nous avait posé la question par rapport à la disparition des likes sur Instagram puis qui se demandait la vraie raison. Puis je me demandais... Puis je pense... Parce que j'ai un peu fait des campagnes avec des influenceurs puis je me suis rendu compte que finalement... payer l'influenceur pour qu'il fasse un post au nom de quelqu'un, tu sais, pour dire qu'il avait bien aimé un album, ça me coûtait pas vraiment plus cher que de payer Facebook, la plateforme publicitaire en tant que telle. Puis je pense que Facebook doit un peu avoir peur de ça, c'est-à-dire que l'argent passe de personne à personne et c'est leur plateforme qui est utilisée au lieu de passer par la plateforme. Fait que je me demande si l'abolition des likes, là, bon, on va pas, tu sais, je peux pas faire de suppositions, mais je me demande si c'est pas un peu pour enlever du pouvoir aux influenceurs, parce que je pense pas qu'ils apprécient vraiment que l'argent circule de main en main et puis que leur plateforme serve d'outil et non plus de plateforme tu sais, où la carte de crédit est passée dessus. Tu sais. Moi, je suis un peu étonnée du côté un peu in the box de ce que j'entends. Parce que en ce moment, là, mettons si on compare jusqu'à 90, il y a plus de moyens que jamais. Là. Mais ces moyens-là appartiennent à des multinationales. En 2009, sur Facebook, on faisait des post parties, puis on faisait, je me souviens plus comment on avait nommé ça, mais j'ai une photo, là. Tous les gars de Mystère Valeur, puis moi, Cindy Loïc, on était autour d'une table, on se faisait un barbecue, on sortait nos laptops, puis genre, on approchait des inconnus, puis on leur donnait nos liens de téléchargement, tu sais. Ça, c'est si on cherche une recette. Mais si on veut répéter quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que ça a changé. Il y a plein de moyens, mais ces moyens-là étaient vierges, sans filtre, sans algorithme, qui ne restreignaient pas la portée et le rayonnement de ce que l'on disait. Ouais. Alors, à moins que tu parles, avez-vous déjà essayé de parler un à un puis de dire la même affaire à travers Messenger? À un moment donné, on vous dit « Il semblerait que vous faites du spam ». Bon, parce qu'ils veulent que tu sortes ta carte de crédit, ils veulent que tu te crées une page, que tu crées un post, que tu boostes ton post avec ta carte de crédit. Donc, la récréation est terminée. On appelle ça le Facebook Algorithm Edge Rank, je ne sais pas trop quoi. Donc, c'est un algorithme qui va volontairement downsizer ta portée pour que tu sortes ta carte de crédit. La récréation est terminée. Moi, là, sérieusement, je n'ai plus de fun à être sur Facebook. Moi, je fais partie des gens qui ont besoin d'attention dans la vie. J'en ai plus. Je veux dire, j'ai plus d'attention. Il n'y a plus personne qui me donne d'attention sur Facebook. Pourquoi? Parce que quand je dis quelque chose, quand je fais quelque chose, peut-être c'est imbécile. Ça se peut. Mais c'est plus comme c'était. Quand je suis arrivé sur Facebook en 2009, c'est comme... Je le dis encore, tu mettais quelque chose, ça rayonnait all over the place dans les 6 degrés de séparation là, de Facebook. Et si c'était sur ton wall, et si les gens ne le voyaient pas, c'est parce que c'était rendu 14 km en bas là, sur leur wall. Ils ne le voyaient pas. T'sais. Et là, la question qu'il faut se poser, là, c'est quoi le prochain Facebook? C'est quoi le prochain Instagram? C'est quoi le prochain, etc.? C'est quoi les prochains outils qui existent, qui vont être encore plus cool, puis encore plus libertaires au niveau de la liberté de s'exprimer sans avoir un algorithme qui va te proposer quelque chose qui va te conforter dans tes propres pensées. C'est clair, mais je pense que si on dit le mot découvrabilité, c'est vraiment, OK, qu'est-ce qu'il y a comme outil en ce moment pour faire de la découvrabilité selon qui je suis, en tant que, il n'y a pas un artiste pareil, c'est clair. Puis après ça, dans 6 mois, prenons pour acquis que c'est à refaire. Tu sais, Beck, quand il est allé s'enfermer chez eux, parce que le Fostex était sorti, ça a mis une jambette dans plein de compagnies de disques. Il n'y avait plus d'emprise sur les Beck à venir. Après ça, il y a eu les Nirvana. Après ça, tu sais, si tu regardes l'historique, là, Elvis, il n'a pas eu le choix, on s'entend, tu sais. Lui, là, tu sais, bon. Alors, aujourd'hui, découvrabilité, déjà, si les bands font ce qu'ils ont à faire,
au niveau du web, parce que c'est corpo, ça nous fait chier, c'est pas de l'art, mais ça reste un outil parmi tant d'autres. Une fois que ça c'est fait, il reste encore de la job à faire, c'est sûr. Est-ce que c'est fait? Levez la main ceux qui ont une page Wikipédia d'artistes. Donc, je ne vous demanderai pas, avez-vous déclaré vos albums sur Wikipédia dans votre page d'artiste? Non, vous n'avez pas fait ça. Qui a des métadonnées? Oui, mais c'est ça. Qui a... Tout reste à faire. Moi, je te dis, il est là le principal hack. Parce que quand ils vont vouloir remplacer Guillaume Moffett, ça va leur prendre... Tu sais, l'intelligence artificielle qui va remplacer Guillaume Moffett, c'est une calculatrice. Si tu n'as pas d'intrant, tu n'as pas d'extrant. Et l'intrant, là, on le produit même pas. Vous produisez de la musique, mais vous produisez pas le contenu descriptif de votre propre musique. Donc, vous êtes dans l'attention, à la surface de l'attention du web, invisible. Ce que ça prend, c'est un major label qui met 300 000 $ sur votre tête puis qui pousse. Là, les gens vont vous trouver, c'est sûr. Mais à armes égales, non. Alors, la première étape, rendez-vous découvrable. Parce que le jour où ces algorithmes-là d'intelligence artificielle vont commencer à écumer vous allez devenir quelque chose. Je pense que c'est le premier hack dont j'aimerais faire attention. Colligez les infos, s'il vous plaît. Souvent, quand je travaille avec des artistes, je suis comme, OK, je veux tes paroles, t'es ici. Puis là, ils sont comme, pourquoi tu veux tout ça? Ou genre, je les ai pas écrits nulle part. Puis là, t'as écrit une tune, puis t'as aucun fichier Word avec les paroles. On peut les référencer à plein d'endroits, là, tes paroles. Puis souvent, j'arrive pas à obtenir. Il faut que je cours après pour obtenir le nom des musiciens. Il faut que je cours. Tu sais, c'est des infos vraiment de base. Puis on me dit, c'est-tu important? Ben là, j'ai pas le temps. On me les envoie plus tard. Fait que finalement, je dois rendre un service qui est pas complet, à mon sens, parce qu'il y a des informations qui c'est ça qui se perd en cours de route, puis il y a une attention à cette compilation-là de l'information qui est pas qui est pas claire, là, genre, ben. Non, je voulais juste dire, je sais que c'est facile la comparaison, mais du Nirvana, il y avait beaucoup moins de musique à l'époque ou de facilité à l'accès à la musique qu'on a aujourd'hui. Peut-être qu'on ne sait pas, Nirvana, ils auraient peut-être jamais marché à notre époque parce qu'ils auraient été noyés, parce qu'ils étaient anticonformistes. Puis, non, mais je veux dire, c'est facile de comparer, mais malheureusement, il y a tellement de musique. Ben c'est vrai. En fait, si je peux relancer sur ton truc, un moment donné, quand j'étais jeune, j'écoutais déjà de la musique, puis il n'y avait pas encore Internet, quand j'étais ado. Puis un jour, je me souvenais, j'allais voir des shows de Grimmskunk dans les sous-sols d'église, puis un moment donné, je me suis arrêtée, puis je me dis, Caroline, comment je savais qu'il jouait? Puis là, mais pour vrai, tu sais, à première vue, je me demandais, mais voyons comment. Bouche à oreille. Je me suis rappelé que j'avais un ami qui connaissait Friends, puis Friends, parce que quand il y avait des super fans comme ça, il envoyait des flyers par la poste à cet ado-là. Fait que là, l'ado, il venait à l'école nous donner les flyers. Tu sais, toi qui fais un peu de street marketing, tu sais, c'est comme... Puis en fait, ces outils-là sont encore pertinents aujourd'hui. C'est vrai que les outils du web se sont juste rajoutés, puis souvent, on oublie ces anciennes méthodes qui étaient vraiment efficaces d'entretenir un lien de proximité comme ça avec un jeune fan qui allait en parler à ses amis à l'école. C'est comme du Facebook, mais dans la cour d'école. C'est encore mieux, finalement, tu sais. Puis c'est juste qu'il faut que tu parles aux jeunes, que tu le regardes dans les yeux, que tu répondes à ses messages, que tu lui serres la main. Ça demande un investissement personnel puis un engagement émotif, mais ça fonctionne. On va prendre 2 dernières questions, si c'est possible. Ah, on a une Félicie, parfait. Allô? Je trouve ça très cool, les panneaux comme ça, mais j'avoue que je me demande toujours comment on fait pour arriver à l'étape 1, comment on fait pour nous convertir cette théorie-là en plan d'action. Dans le sens où, au niveau des artistes, je pense qu'on a besoin d'éducation sur comment faire pour être découvrable de 1, comment écrire notre texte, choses comme ça. Ça peut être quelque chose qui peut être plus peut-être tangible, comme faire un atelier de création ou une manifestation dans laquelle 200 personnes deviennent découvrables tout d'un coup pour faire une preuve de concept, que oui, c'est important. Générer des données, puis redonner le savoir aux gens aussi qui ont envie de se l'approprier. Parce que c'est super d'avoir la théorie, mais tant qu'on n'est pas capable justement de passer à l'étape 1, qui est peut-être la page Wikipédia, comment on fait? Il faut faire ça avec un binôme, il faut faire ça avec un mentor aussi. Comment on fait pour passer ça dans le monde réel, pas juste en théorie?
Mais il y a beaucoup de formations, en fait, avec la DISC, avec l'APEM, il y a beaucoup de formations, la SPAC aussi, je pense, en fait. Mais c'est ça, puis sinon, c'est vraiment personnalisé. Tu peux pas le faire toi-même, à part si tu as fait beaucoup de formations, puis que c'est des études aussi, veux pas, les connaissances qu'on a, je sais pas pour... les deux autres panélistes, mais c'est des compétences où j'ai été à l'université pour les apprendre, où j'ai appris après ça sur le terrain, où j'ai fait des formations à la PEM, à la SPAC, à la DISC, à la SACEM. C'est pas normal qu'un artiste ait besoin de faire un bac en bibliothéconomie. Non, mais des formations comme ça qui sont quand même accessibles, c'est... À part faire des formations ou aller voir quelqu'un qui va faire ton plan avec toi, si tu as d'autres solutions. Regarde, je vais répondre à ta question, puis en même temps, je vais parler de ça, sur quoi je travaille. Il y a le Fonds stratégie numérique du Conseil des arts du Canada. Prenez des notes. OK? Ce fonds-là a 88,5 millions sur 5 ans. Il y a déjà 2 ans de passé, il en reste 3. Ce fonds-là vise à dénouer des situations, donc de se servir du numérique pour combattre les effets néfastes du numérique sur la culture. Avec l'équipe avec laquelle je travaille, on est allé chercher un fonds pour créer une plateforme. Cette plateforme-là va permettre à l'utilisateur, donc l'artiste en chanson, en musique ou en instrumental, de déterminer qui possède combien sur la toune. Donc là, on parle au niveau de l'édition. Donc les droits, le partage des droits. Alors, est-ce qu'on est tous dans le band, on a tous 20% sur la toune ou pas? C'est qui écrit les paroles? Est-ce qu'ils méritent vraiment 50% sur des affaires? Il y a bien des mythes là-dedans, en passant, que vous le savez pas, là, mais vous pouvez déclarer un auteur à 1%. Un auteur peut avoir 1% de la toune, mais l'interface d'Assocan ne vous le permet pas. Okay? Mais dans les faits, si vous poussez l'information à travers leur API, ça passe. Donc, l'outil va permettre aux créateurs de partager qui possède combien sur l'œuvre. Qui a fait quoi sur l'œuvre? Partager les droits, dans le fond, sur le droit d'auteur, auteur-compositeur, les interprètes, les droits voisins des interprètes, qui a interprété la chanson que l'on fixe sur un enregistrement sonore. L'enregistrement sonore, qui c'est qui l'a tapé, qui c'est qui a payé qui a payé le studio pour taper, qui a payé les interprètes pour taper, qui possède l'enregistrement sonore. Une fois qu'on va avoir partager les 3 tartes, on va prendre l'information, OK, et les gens vont voter, genre consensus. Nous sommes d'accord. Tout le monde va recevoir un PDF comme quoi il y a un deal. Et si les gens veulent, vont pouvoir publier l'information sur une blockchain. Ça, c'est comme passer chez le notaire. On ne va pas t'expliquer qu'est-ce que c'est une blockchain ici, là, à moins que quelqu'un pose la question. On le fera au 5 à 7 après, ça va être plus simple. Alors, et donc, une fois qu'on a, tout au long du processus, on ramasse l'information descriptive, justement, des noms, des gens qui ont fait des rôles, puis tout ça. Puis on va commencer à faire ce qu'on appelle un label copie en bout de ligne que vous allez pouvoir réussir à compléter. Le système, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre José Plamondon, qui est une bibliothéconomiste en liberté, des gens comme Mario Perron, qui sont des CTO, genre en ontologie des données et tout ça. Et on va coder une plateforme qui va prendre ce que vous avez écrit, comme c'est le titre de la chanson, c'est ça. Alors, en arrière, on va coder, c'est sur une page web, vous allez marquer titre, 2 points, mais en arrière, en RDFA, ça va dire ceci est le titre de la chanson, de l'enregistrement sonore interprété par les gens qui ont utilisé une guitare Les Points 1969 rouge. Donc, on va faire des graphes de données. On va fonctionner au niveau ontologique, lier les données ensemble. Ces données-là vont être publiées en arrière, dans le back-end, mais en données ouvertes et liées. Fait qu'on va commencer à libérer les données. C'est beau, hein? On va libérer vos données, parce que les données, présentement, elles sont dans l'ordinateur de Ludivine, dans l'ordinateur, dans votre ordinateur, sur une page, un Google Doc partagé, etc., dans un ordinateur de Label ou dans une base de données fermée, privée, qui appartient à Spotify. Comment qu'on s'en sort pour étiqueter notre musique si toute la donnée est privée? Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on fork, on crée un... En début. C'est qui le début dans la chaîne industrielle? C'est vous, les créateurs. Par défaut, vous êtes propriétaire de vos enregistrements sonores, de plus en plus. Hein? Par défaut, vous êtes auteur, compositeur, interprète. Vous êtes éditeur de votre propre œuvre, par défaut, jusqu'à temps que vous allez rencontrer des gens qui veulent prendre une part de vos revenus, mais contre un travail, évidemment. Donc, on va faire ça en amont pour permettre à l'industrie
de créer de la métadonnée, permettre aux artistes de créer de la métadonnée puis d'exister sur le web. Alors, l'idée, c'est pas d'enfermer l'information sur un serveur, page web fermée, que quand tu ne payes plus ton nom de domaine chez GoDaddy.com, pouf, l'information disparaît. On continuera cette discussion-là peut-être un peu plus tard parce qu'on a encore des questions. Mais je veux juste terminer en disant, c'est compliqué. Puis tant mieux s'il y a des gens qui font des formations pour apprendre comment faire pour publier de l'information sur Wikipédia. C'est de la donnée ouverte et liée, structurée et tout ça sur Wikipédia. Parfait. Apprenez-le tout de suite. Mais de plus en plus, il va y avoir des outils qui vont vous permettre de taguer vos données comme du monde et publier les faits salaires sur le web comme du monde pour que l'intelligence artificielle, pour que les moteurs de recherche viennent ramasser cette information-là. Vous n'aurez même plus besoin de faire de site Internet. Avez-vous déjà tapé Louis-Jean Cormier sur le web? Vous allez voir, là, louisjeancormier.com, il sort. Mais à droite, en haut, vous allez avoir de l'information qui est agrégée en temps réel. Google vous propose un site Internet en temps réel. Je ferme ma gueule. Il y a une petite solution rapide aussi. Vraiment, c'est plus, pour moi, c'est de la méga vulgarisation, mais je me dis pour un artiste, ça peut peut-être aider. Il y a un site qui a été mis en ligne, je pense que la disque qui est impliquée là-dedans, je sais pas trop. C'est metamusic.ca. Je pense que je retrouve le lien. Puis c'est vraiment au moment où j'enregistre la tune, qu'est-ce que je devrais faire, au moment où je la distribue. Puis tu sais, c'est vraiment comme de base. T'as pas tous les outils, mais au moins ça te donne un peu une idée de par quoi je commence puis à quelle étape je fais quoi. Ouais. Écoute, je pourrais peut-être essayer de retrouver le lien et le mettre dans l'event. C'est metamusic.ca, je pense. C'est .ca, je vais le trouver, là. Parce que je trouvais des points comme des pleins de... Ils sortent ça pas vous dit super quoi bien faire, encore mais dans ça le Google. fait pas. Il n'y a pas d'outil pour le faire. Ça le fait pas. Mais au moins, ça explique un petit peu plus step by step, là, je dirais. Voilà. Metamusic.ca. Et sinon, dans le pire des cas, il faut toujours se rappeler qu'on n'est pas seul au monde, mais qu'on est tous ensemble. Donc, l'étape 1, c'est peut-être même pas le Wikipédia, c'est peut-être l'étape 4, 5, 6. L'étape 0, c'est faire un spectacle, parler avec des gens, se faire un réseau. Ces gens-là connaissent quelqu'un, qui l'ont fait aussi, qui connaissent quelqu'un. Donc, il faut partir de là. Le web n'a pas le contrôle sur vos vies, sur votre art. Il y a encore des gens qui vont aller à vos spectacles, qui vont l'écouter dans la vraie vie aussi. C'est pas parce que le web existe que c'est ça la vraie vie aussi. Donc, il faut quand même se rappeler que l'étape 1, on n'a pas la formation, oui, mais quelqu'un qui connaît quelqu'un, là, peut-être la formation, il peut peut-être après ça partir une gang et développer. Faut jamais oublier que même si on parle de web ici, de découvrabilité, ça reste dans la vraie vie aussi, la musique, puis on peut trouver quelque chose dans le monde concret. C'est un aspect, ouais. Dernière question, en fait, rapidement, parce que là, on a eu beaucoup de... Je suis désolé, mais on va pouvoir faire les questions individuelles après ça en cassette en réseautage, il n'y aura pas de problème. Ouais, c'est un peu dans la lignée de ce qu'on discutait par rapport aux outils pour optimiser cette découvrabilité-là. Guillaume, tu parlais de... T'as pas nommé ça allait être quoi? Je sais pas si c'est un nom ou si... Ouais, ça va s'appeler smartsplit.org. OK. Super. Et si, en tant qu'artiste, tu veux participer au test, à tester les maquettes fonctionnelles de ce qu'on est en train de développer, il y a une adresse qui s'appelle tester.smartsplit.org. Allez mettre votre nom là, puis on va vous contacter pour venir essayer le truc, puis on paye en plus. On a de l'argent du gouvernement pour le faire, fait qu'on paye les artistes pour le faire. Ben, ça serait un outil. Y en a-tu d'autres que vous seriez capable de pointer, comme là, il y a metadonnées.ca ou d'autres choses comme ça? Metamusic.ca. C'est pas un outil, c'est un référentiel. Ça donne de l'information sur ce qu'il faut faire à Mykonos. Okay. Ouais. Y a-tu des outils qui existent qu'on pourrait utiliser pour faciliter ça? Quelque chose qui existe déjà, mettons? Non, j'en connais pas. On est à l'âge de pierre. Une pléthore de micro-actions. On est à cet âge-là. Là. Okay. Là, pour le moment, c'est ça. C'est une pléthore de micro-actions. Est-ce que je suis sur MusicBrainz? Est-ce que j'ai un Wikipédia? Est-ce que mes liens de sites de Facebook sont sur mon YouTube? Est-ce que mon YouTube est sur mon Facebook? Est-ce que on en est là? Est-ce que mes shows sont bien annoncés? Est-ce que, tu sais, le fameux truc qui sort sur le côté, là, souvent, ça sort tout croche ou ça sort pas pour certains artistes juste parce qu'ils n'ont pas pris la peine d'aller sur toutes leurs plateformes, mettre leurs liens référencés, mettre leur bio, leur photo à jour, faire valider leur profil. C'est ça. Pour le moment, je te dirais, là, sois têteux. Quand tu t'ouvres un site, puis là, ils te disent d'aller choisir, genre, ta catégorie, dis-toi pas, c'est pas important. Fais-les toutes. Pèse sur tous les pitons, puis remplis toutes les carrés. Pour le moment, c'est ça, je te dirais, en gros, la technique là, de l'âge de pierre. Merci aux intervenants. Merci beaucoup. Puis merci à vous d'être venus.